Camp Boiro Inside. La cabine technique de Boiro est en réalité une cabine de torture pure et dure pour obliger les détenus, en majorité innocents, à enregistrer la vérité du ministre. C'est-à-dire à avouer les complots dont les scénarios ont été écrits en avance par le comité révolutionnaire et bien évidemment sous la houlette du président Sékou Touré. Voici les conditions dans lesquelles ces aveux sont obtenus. Récit de Ardo Ousmane Ba. Épisode 3. Les menottes claquèrent de nouveau autour de mes poignets. Une puissante main me soulevait de la chaise en me prenant par le col de la chemise et me tirant vers la porte. Les trois inquisiteurs restèrent impassibles autour de la table. Comme une bête qu'on conduit à la boucherie, l'adjudant-chef Bembeya et l'inspecteur de police Bengali Fodé m'entraînèrent vers la Jeep. Bembeya demanda aux deux militaires de venir. L'un d'eux jugea plus simple de me jeter sur ses épaules et de s'enfoncer avec moi dans l'obscurité, suivi de près par les trois autres agents. Où me conduisait-il ? Le malabar me portait toujours sur ses épaules. Il longeait maintenant un petit mur d'un bâtiment entouré de cocotiers. Au bout du petit mur se trouvait un portillonnette. Nous nous engouffrâmes dans une galerie qui conduisait dans un lieu que je soupçonnais déjà, la salle de torture. Le portillon s'ouvrit à l'approche de nos pas, plutôt des pas lourds du pachyderme qui me portait. En entrant, il cogna violemment ma tête contre le mur avant de me déposer au milieu d'une pièce. C'était une salle de torture avec de lugubres personnages, avec des instruments étranges. Camp Boiro Inside. Dans un coin se trouvait une petite table et trois chaises. Un homme était vautré sur cette table. Il ne s'était même pas donné la peine de lever la tête pour voir ce qui se passait. Apparemment, il devait dormir, ou abattu par l'alcool qui puait. Un autre homme barbu et robuste était adossé contre le mur. Un troisième tortionnaire sortait des fils électriques d'une vieille caisse. Un gros pneu gisait au milieu de la pièce. Sur la porte de la pièce contiguë était affichée une plaque sur laquelle était dessinée une tête de mort et un danger de mort écrit en gros caractères rouges. 2 téléphones de campagne étaient rangés dans la caisse. Dépouille-le, ordonna le tortionnaire barbu. Aussitôt 3 hommes se jetèrent sur moi et me projetèrent sur le parquet. 2 genoux m'écrasèrent les reins tandis que Bembeya arrachait les menottes de mes poignets. La chemise de bagnard, déjà usée comme la Révolution, partait en lambeaux. Un tortionnaire ramena violemment mes bras en arrière et des fils électriques souples s'enroulèrent autour d'eux et commencèrent à me déchirer comme une ficelle dans un saucisson. Les fils étaient si tendus que mes 2 coudes se touchèrent en arrière. J'eus l'impression que les os de mes bras allaient sortir de mes omoplates. Je gémissais de douleur. Bembeya éclata de rire avant de dire « Bâtard, tu n'as rien vu. » Ça, ce n'était que l'entrée en matière. Ils se rabattirent sur mes chevilles pour les ligoter à leur tour. Ensuite, ils me placèrent dans un gros pneu. Mes fesses touchaient le parquet, tandis que mes jambes et mon tronc reposaient à la surface du pneu. Dans cette position, j'étais dans l'impossibilité de rouler sur le parquet. « Il est bien installé le chien. Amenez l'appareil et nous allons entendre de la musique » hurla le tortionnaire barbu. La douleur et la rage bouillonnaient dans ma tête. Sans aucun moyen de défense, j'étais à la merci d'abominables tortionnaires. De vils tortionnaires sans scrupules ni sentiments humains. Il fallait être l'âme de la lâcheté pour pouvoir s'abattre sur un homme aux pieds et poings liés et surtout le couvrir d'injures. Camp Boiro Inside. Ce n'étaient même pas des animaux mais des robots. Le procureur Makati ne m'avait pas trompé en me disant que le comité révolutionnaire avait de féroces tortionnaires. Bengali Fodé amena l'appareil du téléphone de campagne, ensuite il tira une chaise et s'assit. Bembeya saisit les 2 longs fils conducteurs de l'appareil et vint rouler leurs 2 bouts dénudés autour de mes orteils. « Technicien, tu peux commencer » cria-t-il après son opération. Je regardais Bengali Fodé sourire cyniquement tout en mettant le courant. La première décharge électrique vint secouer violemment mes 2 jambes en y laissant des traces de feu. La deuxième décharge ne tarda pas, était plus terrible encore que la précédente. Je me débattais vainement dans l'espoir de pouvoir arracher ces maudits fils qui conduisaient ces décharges de feu qui me calcinaient nerfs et muscles. Lancer à intervalles réguliers les décharges électriques me faisait de plus en plus mal et mes gémissements devenaient de plus en plus rauques. Visiblement j'offrais un beau spectacle à ces tortionnaires qui éclataient de rire à chaque fois que mes cris leur annonçaient l'effet incandescent de l'électricité sur mes nerfs. Les brûlures devenaient de plus en plus lancinantes, ainsi à chaque coup. De manivelle du tortionnaire mes hurlements déchiraient le silence de la nuit. « Continue, nous n'avons pas encore entendu de la bonne musique » murmura le tortionnaire barbu qui était assis près de la porte fermée à clé. Je continuais à hurler jusqu'au moment où Bembeya intervint pour dire à ses confrères « Il fait le malin maintenant, les batteries doivent être à plat. Enlevez les fils et passons à d'autres choses plus sérieuses. » Un des militaires vint pour dérouler les fils autour de mes orteils et par inadvertance Bengali Fodé tourna la manivelle de l'appareil. Secoué par l'électrochoc, le militaire hurla de douleur et alla se mettre à côté de la table, tout en regardant l'appareil. Les autres bourreaux échangèrent des regards. Vous voyez que, une gifle bien administrée et accompagnée d'une injure m'empêcha d'achever ma phrase et me fit voir en même temps une myriade d'étoiles. Ta gueule, hurla le tortionnaire barbu. Bengali Fodé avait déjà amené le 2e appareil. Je jetai mon regard sur cette machine infernale qui allait me faire passer encore un second dur calvaire.
Peu importait, l'essentiel était de tenir le coup. Ne jamais reconnaître cet aveu. Car mieux valait supporter la torture que de sacrifier son honneur en cédant aux aveux qu'il voulait m'arracher pour le salut de la révolution qui avait besoin de victimes. Cette fois Bembeya enroula les 2 bouts de fils autour de mes pouces. Le technicien tourna la manivelle et la terrible décharge électrique me secoua dans un terrible soubresaut. J'eus l'impression que mes bras étaient arrachés de mes épaules. Ensuite la 2e rafale fut suivie d'une 3e décharge qui me fit pousser un hurlement si effroyable que les bourreaux éclatèrent de rire. Les décharges de feu se succédaient plus meurtrières. Je continuais à hurler de douleur malgré ma volonté de ne pas me rabaisser devant ces monstres. Ma cage thoracique, bombée à l'extrême à cause des ligatures, m'empêchait de respirer et j'eus l'impression que mes côtes allaient se dessouder du sternum. Les douleurs devenaient plus aiguës, je les ressentais jusqu'à la moelle de mes os. À l'approche de chaque décharge, je contractais mes muscles et serrais fortement mes mâchoires dans l'espoir d'annihiler les douleurs. Puis, tout d'un coup mes nerfs et muscles refusèrent obéissance. Dehors une voix demandait à ce qu'on ouvre la porte. « Qui tape » demanda le tortionnaire barbu. « Adjudant-chef Fassou » répondit celui qui avait demandé qu'on ouvre la porte. Un homme très noir, d'une taille moyenne vint s'arrêter devant le tortionnaire barbu qui me martyrisait et lui dit « Arrêtez, j'ai une commission pour Ousmane. » Je profitais de ce temps d'arrêt pour essayer de récupérer au maximum et de nouveau je regardais un à un ces vils bourreaux qui exécutaient leur sale besogne avec tant de zèle. Le barbu restait toujours près de la porte. Bembeya et Bengali Fodé s'affairaient autour de moi, tandis que les 2 militaires, témoins silencieux, restaient indifférents à l'allégresse qui régnait dans cette salle de torture. Je voyais seulement le visage de l'homme vautré sur la table. Un homme dont les yeux froids m'examinaient en silence. « Ousmane, me dit Fassou, le ministre me demande de venir te voir et il pense que tu es devenu plus raisonnable. » Je regardais ce salopard penché sur moi, faisant la commission de l'inquisiteur du camp Boiro. Difficilement je parvenais à articuler mes mots. Va demander au ministre qu'il nous doit être raisonnable ? Un court silence autour de la victime et des bourreaux. Ils échangèrent un regard comme pour me donner raison. Fassou sortit en claquant la porte et les tortionnaires se ressaisirent. Chien, tu fais la forte gueule, nous verrons bien. Avec un esprit fataliste, j'acceptais la situation dans laquelle je me trouvais et en philosophe je répondis au tortionnaire barbu qui m'avait à tout moment traité de chien. L'homme peut refuser de reconnaître publiquement une vérité, mais ce qui est réconfortant, c'est qu'aucun homme ne parviendra jamais à étouffer la voix de Dieu au fond de sa conscience. Les décharges de feu me jetèrent de nouveau dans l'enfer. Je me débattais vainement contre ce feu qui brûlait jusqu'au plus profond de mes entrailles. Camp Boiro Inside. Ma respiration devenait de plus en plus sourde, entrecoupée, elle s'accompagnait de longs sifflements. Tout cela était humainement insupportable, mais il fallait tenir. Ça avait duré d'interminables heures et j'en avais encore pour combien de temps ? Bembeya demanda à Bengali Fodé de continuer sa besogne avec la même ardeur. Maintenant mes cordes vocales n'émettaient plus qu'un court ronronnement. Il faisait presque jour quand ils décidèrent de me ramener au bloc pénitentiaire. Ils détachèrent difficilement ces fils qui m'avaient tant garrotté les bras et les chevilles pendant plusieurs heures. Le barbu m'ordonna de me relever mais je restais inerte, haletant et couvert de sueur. « Lève-toi salaud ou bien n'en as-tu pas assez ?» cria Bengali Fodé. « Faites-lui le massage des membres, car cet homme est très précieux pour la révolution », articula doucement l'homme qui était vautré sur la table. 2 mains m'extirpèrent du pneu, un autre vint me tenir par les épaules, tandis qu'un 3e tortionnaire me frottait les bras. Une douleur atroce me parcourait le corps entier et je me mis à hurler de nouveau. Mes doigts et poignets ne répondaient plus à mes commandes. Ils étaient là comme des bâtonnets suivis par mes avant-bras. Bembeya accrocha la chemise en lambeaux sur mes épaules et demanda à Bengali Fodé d'aller chercher la Jeep. Les plantes de mes pieds me faisaient terriblement mal, je vacillais et faillis tomber. Bembeya, qui était à côté de moi, me retint à temps par les épaules. La Jeep ronfla devant le portillon et les menottes claquèrent autour de mes poignets. Bembeya, qui me tenait toujours par les épaules, m'aida à marcher péniblement jusqu'à la Jeep où un militaire me prit comme un sac pour me déposer sur la banquette arrière du véhicule qui quitta à toute allure la cabine technique. C'est ainsi qu'on appelle là-bas la salle de torture. Quelques étoiles scintillaient encore au firmament, ce qui me rappelait la vie. L'air matinal me faisait du bien. Après une course de quelques centaines de mètres, la Jeep s'immobilisa devant le portail du bloc. Les grosses charnières de la porte se mirent à gémir et un battant s'ouvrit. « Ramenez-le » ordonna Bengali Fodé, avant d'ajouter « Il est toujours au même régime. » Malgré cela je ne pus m'empêcher de demander de l'eau à boire. « Jamais. Tant que tu n'auras pas reconnu, tu n'auras aucune goutte d'eau, » répondit sèchement Bengali Fodé. La distance qui me séparait de la cellule ne dépassait guère 50 mètres et pourtant ce fut comme 50 ans de ma vie. Chaque pas était une véritable épreuve. Le gravier me faisait ressentir de vives douleurs dans la plante des pieds. Devant le trottoir du bâtiment qui abritait ma cellule, l'adjudant-chef et un militaire m'aidèrent à monter sur cette estrade haute de 30 cm. Puis l'un d'eux ouvrit la cellule et me poussa à l'intérieur. Tout en titubant, je parvins à gagner le milieu de la cellule et à m'asseoir sur le parquet pour m'allonger ensuite de tout mon long. Je me sentais épuisé, si épuisé que j'étais et dans l'impossibilité de penser à quoi que ce soit.
Mardi 18 septembre 1973. Malgré les douleurs, j'avais pu dormir. À mon réveil, la soif se faisait de plus en plus cruelle. Elle serrait davantage ma gorge et desséchait mes lèvres. La chaleur de la cellule était accablante. De temps à autre les murs se mettaient à tourner légèrement, ainsi les vertiges commençaient à se manifester. Je m'étais un peu reposé et je pouvais maintenant essayer d'analyser la phrase du tortionnaire qui était vautrée sur la table. Occupez-vous de lui car il est très précieux pour la révolution. Malgré mon désintérêt pour les problèmes politiques, je sais qu'en Guinée la révolution n'est autre chose que le président Ahmed Sékou Touré qui se camoufle derrière le peuple. Pas de doute, il était au courant de tout ce que tramait le comité révolutionnaire. Camboiro Inside. D'ailleurs, le 2 septembre 1972, c'est lui-même qui avait lu à la radio la déposition de Alain Kantara, celui qu'ils avaient fait passer pour un tueur à gages qui devait assassiner le président avec une caméra ainsi qu'un pistolet, sans oublier Condé, un espion basé en Côte d'Ivoire dont la « déposition » a été encore radiodiffusée. Si jamais j'arrivais à céder sous la torture, ce seraient les mêmes qui feraient les commentaires de mon aveu au cours des meetings politiques et à travers les antennes de la radio et ceci pour mieux justifier les accusations qu'ils portaient contre mon pays. Des coups retentirent sur le mur de cloison et me sortirent de mes réflexions. C'étaient de petits coups qui retentissaient à intervalles réguliers. Cela dura quelque temps, puis ils cessèrent avant de reprendre sur le même rythme. Je me traînais jusqu'au mur et me mis à mon tour à taper sur ce mur, avec le même rythme que mon voisin de la cellule numéro 52. Aussitôt, il cessa d'émettre ses coups. Quelques minutes passèrent et j'arrêtai mes toc-toc. Les coups de mon voisin reprirent cette fois plus haut et se mirent à avancer lentement vers le fond de la cellule. Avec un immense effort je me levai et suivis le son qui avançait toujours vers le fond de la cellule. Un moment après, les coups cessèrent, avant de retentir plus fort. Tout à coup un léger souffle d'air s'échappa du mur. Je passai ma main en face de ce petit courant d'air plus fort maintenant. C'était un trou qu'un prisonnier avait patiemment percé à travers la cloison. Ce trou avait à peine 3 cm de diamètre. Je tapai quelques coups secs à côté du trou et un sifflement puis des murmures se firent entendre. Mon voisin voulait me parler. Je soufflai à mon tour dans le trou, un moment après j'entendais mon voisin me dire c'est un téléphone arabe. « Allô, allô je suis à l'écoute, répondis-je, tout en collant le pavillon de mon oreille contre ce trou. La voix claire et limpide ne tarda pas à se faire entendre. « Frère de Jaul, me dit-il, c'est le téléphone du reclus du Camboiro, mais il faudra faire beaucoup attention, ne jamais se laisser prendre car toute communication entre détenus est formellement interdite et surtout sévèrement sanctionnée, la mort. » La voix se tut, j'abandonnai l'écoute pour poser des questions. Frère de Jaul, qui êtes-vous? Depuis quand êtes-vous là et pourquoi? Grande fut ma surprise quand mon voisin prononça le prénom que le comité révolutionnaire et Mohamed m'avaient collé. Ibrahima, je suis le commandant Ibrahima Silla, j'aurai bientôt fait 3 mois dans cette galère. Comme vous je ne me reproche rien. J'interrompis sa communication pour lui demander comment il avait connu mon nom. Ibrahima Ba, on ne peut rien cacher à un reclus du Camboiro, dès qu'on est en réclusion, la première chose qui nous préoccupe est de chercher à savoir ce qui se passe autour de nous. Ici, au Camboiro, nous avons des moyens efficaces d'observation et de communication. Bref, depuis le mois d'août, nous savions que tu devais être arrêté avec ton frère Mbaïba. Je poussai un long soupir. Décidément ils étaient très bien renseignés. Le commandant continuait. Ils tiennent à toi. D'ailleurs, j'ai suivi cette nuit ton départ et ton retour pour l'interrogatoire, du moins pour la salle de torture. Courage, commandant, je souffre atrocement, hier soir, j'ai été sauvagement torturé. Ils me demandent de reconnaître que je suis un espion. Je le sais, ils veulent accabler le gouvernement de ton pays. Ils sont des salauds sans scrupules. Camboiro Inside. Il faudra tenir car si toutefois tu cèdes, tu auras 1000 chances de laisser ta peau dans le Camboiro ou bien d'y croupir pendant de longues et pénibles années. Tiens toujours le coup et tu attendras l'issue que nous réservera le destin. Décidément j'étais loin du bout de mon calvaire. Affronter encore la cabine technique pendant des nuits. Commandant, avez-vous pu tenir à la cabine technique jusqu'au bout? Demandai-je. Ibrahima, je n'ai pas encore été torturé. Pour le moment ils m'ont simplement envoyé des questionnaires. Peut-être le feront-ils quand IIS auront besoin de moi. Une chose est certaine, s'ils tiennent à un type, ce type fera ce qu'ils veulent après une ou plusieurs séances de torture. Camboiro Inside. Ah, vous avez une sacrée veine, lui dis-je, avant de lui demander dans quel arrondissement de la Guinée il était commandant. Mon cher, je suis un officier supérieur de l'armée guinéenne, j'étais le chef d'état-major de l'armée de l'air. Je poussai un long sifflement. Je comprenais maintenant pourquoi ce geôlier d'hier lui demandait s'il se croyait encore à l'état-major. Décidément personne n'était épargné dans ce pays. Mon commandant, de quoi vous accuse-t-il? Frère, je n'ose même pas penser à mes accusations, à plus forte raison en parler. D'après eux, je voulais renverser le régime de Sékou Touré et dans ce but j'ai eu à donner des ordres aux pilotes de bombarder le palais de la présidence de la République. Ça, c'est vraiment costaud mon commandant, murmurai-je. Il éclata de rire avant de dire, je vais te donner à manger et à boire maintenant, avant de te laisser te reposer, car tu en as besoin. Comment pourras-tu me faire parvenir quelque chose? Lui demandai-je tout surpris. Au moment de la vidange, j'ai pu trouver des feuilles de manguier.
Grâce à elle, je te donnerai à manger et à boire. Maintenant, écoute bien mes explications. Je vais rouler des miettes de pain dans une feuille de manguier. Ensuite, je l'introduirai dans le trou et tu la tireras doucement. Quand tu auras le contenu, tu rouleras la feuille, toujours dans le sens de la longueur, et tu me l'enverras par le même procédé. Et surtout ne te laisse pas prendre par un geôlier. J'entendis un petit crissement dans le trou, puis le bout de la feuille apparut. Comme indiqué, je me mis à tirer lentement la feuille, après je vidai son contenu dans ma main et à mon tour de renvoyer la feuille à mon bienfaiteur. Je regardais ces petits morceaux de pain qui étaient d'un prix inestimable dans le camp Boireau. Par humanisme et par solidarité, ce prisonnier s'était privé de sa maigre ration pour me secourir. Le froissement de la feuille me tira de ma détresse. Comme pour le premier colis, j'avalai son contenu et renvoyai l'emballage. Patiemment le commandant Silla m'avait donné toute sa ration. Puis il tapa 3 brefs coups pour me demander de me mettre à l'écoute. « Commandant, je vous remercie infiniment, lui dis-je, ce pain m'aidera beaucoup. » De rien mon petit, moi aussi j'ai connu ces moments effroyables et c'est le prisonnier qui occupait ta cellule qui m'avait donné à manger et à boire durant toute ma diète. Maintenant je vais t'envoyer un peu de riz par le même procédé. De nouveau un froissement de feuilles, comme pour les précédentes opérations, je tirai lentement la feuille, vidai son contenu rapidement dans ma bouche. Le riz n'était pas bien cuit et sentait la moisissure. Peu importe aujourd'hui la cuisine ou la qualité du riz, l'essentiel c'était d'avoir quelque chose dans le ventre. Quand nous terminâmes pour le riz, le commandant Silla me demanda de me mettre à l'écoute. Maintenant, tu vas prendre la feuille que je vais t'envoyer. Elle est plus longue que la première, tu sortiras le bout de cette feuille de quelques centimètres pour te permettre tout juste d'avoir le bout de cette rigole entre tes lèvres. Quand tu seras prêt à recueillir l'eau, tu taperas 2 coups secs. Quand j'eus terminé la petite opération, mes 2 coups avisèrent le commandant Silla. Aussitôt une eau froide commença à couler dans cette canalisation pour atteindre ma bouche. Évidemment, je buvais cette eau qui me parcourait le corps en entier. Je sentais un nouveau souffle m'envahir. Je me confondais en remerciements entre Dieu et cet homme providentiel. Le commandant Silla retira la feuille de manguier avant de me dire « Ibrahima, j'espère que tu pourras tenir davantage. Je te laisse reposer maintenant. Mon commandant, je vous remercie une fois de plus, mon prénom est Ousmane, mon accusateur ne connaît même pas mon prénom. » Que de mensonges, murmura-t-il avant d'ajouter « Les informations reçues m'ont trompé, de toute façon c'est sans importance. » Du courage Ousmane. C'est sans importance, d'ailleurs le comité révolutionnaire m'appelait Ibrahima jusqu'au moment de mon arrestation. L'incomparable commandant Silla quitta le téléphone, en martelant le parquet du pied. À mon tour je quittais le lieu de contact pour revenir m'asseoir dans mon coin. Camp Boireau Inside. L'extrait de ce texte se trouve dans un livre intitulé Camp Boireau aux éditions Présence africaine chez l'Harmattan.